le forum du studio Kalamgou, 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 le forum du studio Kalamgou. Nous sommes vendredi 30 octobre 2020. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse de Studio Kalangu. Un forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec des confrères des médias de Niamey. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de la situation des sinistrés des inondations relogés sur le site Gamou, dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey. Ensuite, il sera question de l'enlèvement en début de semaine d'un Américain à Massalata, village situé à Birninkoni de la région d'Ottawa. Enfin, nous parlerons des crises politiques qui secouent 3 pays de la sous-région ouest-africaine, à savoir le Nigeria voisin, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons dans ce studio El Haj Suleiman Mohamedou, il est journaliste au journal en ligne Niger Inter. Bonsoir El Haj Suleiman. Bonsoir Nafisa. Gare Amadou, il est journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir. Oui Nafisa, bonsoir. Et nous recevons Sidik Ousmane Doumbia, il est journaliste freelance. Bonsoir à vous. Nafisa, bonsoir. À la modération, c'est Nafisa Adam Sirfou. Chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue. Merci, chers confrères, d'être là. Le Kangamou, c'est le site choisi par l'État pour le relogement des victimes des inondations de la rive droite de Niamey. Le dit site est situé dans le 5e arrondissement de Niamey et il abrite déjà 660 ménages, soit plus de 4000 personnes selon des chiffres de l'agence nigérienne de la presse ANP. Quelques habitants que notre confrère a rencontrés sur place témoignent de leurs conditions de vie, d'hébergement. Je vous propose de les suivre. J'ai vécu ici l'année passée en tant que sinistré. Nous étions au nombre de 300. Il n'y avait pas tout ce confort. L'année passée, on était sur des hangars confectionnés en paillotte. Cette année, il n'y a pas ça. On a vraiment suffisamment de place. Les enfants, madame et moi, on a où s'installer quand même. Et d'autre part, il y a l'électricité que nous venons d'avoir cette année. L'année passée, il n'y en avait pas. À partir de 20h, l'endroit était sombre. Depuis notre arrivée, je n'ai pas vu quelqu'un qui a été piqué par un scorpion. Alors que l'année passée, on n'a même pas passé la nuit quand il y a eu plus de 7 qui ont été évacués. On n'a pas à manger, on est là, tout ça là, tu vois, ça cause des problèmes. D'autre côté, on peut en avoir des jours où on nous amène de quoi faire la cuisine. Et maintenant, ce n'est pas le cas. Donc il y a une grande différence. Comment vous faites alors pour manger? Mais avec les voisins, on profite. Chacun fait son plat. Là, si la personne est sortie, elle peut gagner 500, 1000 francs. Voilà, on va collaborer comme ça. Et là donc quelques sinistrés relogés sur le site Gamou, un site aménagé par l'État suite aux inondations de cette année. Alors je vous donne la parole en premier, Sidikou Ousmane Doumbia, vous êtes journaliste freelance. Après écoute donc de ces témoignages, quelles sont les appréciations après écoute comment vous appréciez vraiment la prise en charge de l'État de ces sinistrés? Bon, ce serait vraiment une appréciation mitigée. À écouter le premier intervenant, c'est vraiment, même si comparaison n'est pas raison, comparé à l'année passée, il semble vraiment être dans des conditions acceptables. Tout le contraire des propos du second intervenant. L'un de l'autre, moi je pense que la question de relogement des sinistrés doit véritablement être prise en compte par l'État. Il ne suffit pas de trouver le site, il ne suffit pas d'aménager le site, il ne suffit pas de mettre ou bien de croire mettre les dispositions vraiment pour un vécu assez acceptable. Il faudrait que l'on en finisse une fois pour toutes en prenant les dispositions qui s'imposent. Il l'a si bien dit, ils ont vraiment, lui et sa famille, le premier intervenant, vraiment, ils ne se plaignent pas, mais imaginez
Qu'en serait-il, par exemple, quand bientôt on va être en saison froide et en saison chaude, est-ce que ça allait être intenable? C'est vraiment à toutes ces questions qu'il va falloir vraiment trouver des réponses aux autorités, au ministère en charge. Oui, sur place, on a trouvé les dispositifs sanitaires, éducatifs, tout y est, mais donc c'est pas suffisant. L'État pouvait mieux faire? L'État peut mieux faire, c'est-à-dire il faut situer les responsabilités. Aussi bien ces sinistrés-là, vous ne pouvez pas. Regarde, le monsieur dit l'année passée. Donc l'État est en train de faire du mieux qu'il peut, mais eux vraiment, quand on vous donne vraiment un terrain, il faudrait que l'État soit regardant pour que les gens se construisent. On ne construit pas en une seule journée. Vraiment, il faudrait vraiment être trop regardant pour que l'on ne revive toujours pas le même scénario. Moi, je pense que les responsabilités doivent être partagées, aussi bien ces sinistrés que l'État. Chacun doit jouer sa partition pour que l'on ne continue pas à revivre toujours le même scénario qui, du reste, est désolant. D'accord, les responsabilités doivent être partagées. Elhadj Suleiman, selon vous, est-ce qu'il revient vraiment à l'État de prendre totalement la charge de ces sinistrés? Absolument. L'État, c'est le premier responsable en termes de prise en charge. Voilà, en tout cas, on a entendu les uns et les autres. Ça, vraiment, c'est une gestion d'une situation donc, créée. Donc, c'est un fait accompli. Mais au-delà, je pense que c'est des réflexions de fond pour éviter cette situation parce que les inondations à Niamey, comme ailleurs cette année à l'intérieur du pays, cette année particulièrement, ça doit nous interpeller pour faire attention. C'est-à-dire que la légèreté avec laquelle les affaires sont traitées. J'ai suivi à 2 reprises un débat sur Télé Sahel, en tout cas organisé autour du gouverneur, ses collaborateurs et des citoyens, la jeunesse, en tout cas des personnes impliquées. En tout cas, c'était très franc. Les problèmes ont été discutés en toute transparence et on a compris que véritablement, il y a des responsabilités à tous les niveaux. Effectivement. Et par exemple, au niveau des populations, on voit, le gouverneur l'a dit, vraiment c'était pathétique. Il dit comment il subit les pressions des gens qui pensent qu'on ne doit pas appliquer la loi ou bien en tout cas les mesures qui s'imposent. Oui. Donc vous voyez, je pense que ce qu'on a vécu cette année, ce n'est pas vraiment de l'amusement. Les gens ont vécu ça. On a vu la menace, en tout cas, vraiment, elle est réelle. Par conséquent, il va falloir vraiment prendre des décisions. Maintenant, créer les conditions pour reléger vraiment ce qui devrait l'être. La façon aussi de distribuer les parcelles aux sinistrés, il va falloir prendre toutes, en tout cas, les mesures pour que vraiment les ayants droit, en tout cas les personnes vraiment sinistrées, puissent bénéficier. Et vraiment, le plus important aussi, c'est de prendre des mesures pour que vraiment cet espace-là, en tout cas, peut-être soit utile maintenant à l'agriculture, à la pêche, mais franchement, ne plus prendre le risque, en tout cas, comme cette année on a vécu. Donc moi, de mon point de vue, ça devient une gestion vraiment... on a vu, l'État a fait une proposition à travers donc, le ministère du Plan donc, pour la gestion des catastrophes. Oui. Donc ce qui a été conçu, vraiment... on doit donc appliquer rigoureusement donc ces mesures pour vraiment définitivement... on ne peut pas dire... parce qu'en tout cas, avec le changement climatique, ça c'est aussi l'autre réalité avec laquelle il faut compter parce qu'on se rend compte que la situation de cette année, comme les jours d'avec les années antérieures. Donc cela veut dire que c'est une réalité justement pour les années à venir aussi. Justement, comme on l'a fait en début, parce que quand même, il faut le reconnaître, les services de la météo ont vraiment alerté en temps réel, mais maintenant, effectivement, il va falloir donc savoir gérer ces situations. Et surtout que pour que ces sinistrés ne regagnent pas leurs anciennes habitations. Oui, ça, je t'ai dit, il y a comme une sorte de magouille au niveau donc en tout cas de la mairie. En tout cas, il se passe vraiment un business. C'est ça qu'il faut donc vraiment décourager. C'est-à-dire que si on attribue des parcelles, en tout cas, quelqu'un par un malin plaisir se retrouve en tout cas pour vraiment faire un petit jeu. Vous voyez, je pense qu'il appartient à l'autorité vraiment d'être très rigoureuse. Aussi au niveau des populations, il faut se dire qu'on ne s'amuse pas avec la vie. C'est-à-dire que vivre dans ces lieux,
franchement, c'est oser vraiment exposer sa vie et celle de ses enfants vraiment à ce qu'on a vécu cette année. Vraiment, quand on retrouve un moment, on dit par exemple, on retrouve 75 personnes dans une classe. Vous voyez, franchement, il va falloir. Moi, en ce qui concerne l'État, il faut le reconnaître. Nous sommes un pays où vraiment tout est prioritaire. D'accord. Notre situation n'est pas très reluisante. Mais on fait avec, mais c'est pourquoi tout le monde, en tout cas la population comme gouvernant, en tout cas, il faut qu'on assume vraiment nos responsabilités. Donc, Gare Amadou, selon Elhaj Suleiman, il revient vraiment à l'État de prendre la charge totale de ces sinistrés. Mais selon vous, est-ce que pour une longue durée? Oui, mais même si c'est pour je sais pas moi, même si c'est jusqu'à la saison de pluie prochaine, oui. Mais il faut que l'État, c'est le rôle de l'État. L'État doit assurer à manger et le couvert à tout citoyen. Est-ce que vous comprenez? À plus forte raison des sinistrés qui sont vraiment dans le dénuement total. Qui ont tout perdu. Mais ce reportage-là, quand même, il y a deux enseignements qu'on peut tirer. Le monsieur dit, l'année passée, on avait eu ça. Oui. Ça veut dire que c'est les gens, apparemment, à qui on a donné de nouvelles parcelles. Qui sont encore retournés. Qui sont revenus dans le même endroit. Et qui ont encore été inondés. Il le dit sans gêne. Sans gêne, oui. C'est-à-dire que de façon naturelle, il dit, oui, l'année passée, cette année, c'est mieux. Il y a une amélioration. Ah, mais non. Donc, même les années à venir, ils vont retourner. Apparemment, oui, l'année prochaine, vous allez le trouver encore et peut-être le faire un autre reportage. C'est un peu choquant quand même. C'est-à-dire, l'État doit faire, comme ils l'ont dit, doit tout faire pour que les gens ne puissent pas revenir dans les lits du fleuve et reconstruire, c'est-à-dire des nouvelles habitations. Faire, comme l'a dit Suleiman, peut-être des infrastructures socio-éducatives. En tout cas, des choses qui peuvent permettre, des choses qui ne seront pas inondables, bien sûr. Mettre en tout cas des garde-fous, des digues qui peuvent permettre de protéger ces installations-là. Maintenant, il faut que ces cris de cœur-là, il faut les prendre très au sérieux. Parce que je vous dis, les gens qui sont dans le dénuement, ils ont encore plus de besoin que celui qui a sa maison intacte et tout. Ils ont besoin de tout. Vous avez dit qu'à 20h, il n'y a plus de courant. Oui. Ce n'est pas normal. Parce que là, ça devient dangereux pour les enfants, surtout. Les enfants qui sont dans la vie, c'est très dangereux. Et donc, il faut vraiment y remédier. Il faut leur trouver de l'électricité. Et il faut leur trouver... il faut les approvisionner de façon quotidienne en vivre. L'État dit que l'aménagement est en cours. Oui, l'aménagement est en cours. Donc l'électricité, oui. Non, les gens on a besoin de manger au moins 2 repas par jour. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que ça, c'est une explication? Dire que non, l'aménagement est en cours, ça veut dire que, ils jeûnaient en attendant que tout soit fini comme ça après. Non. Il faut, à partir du moment où on les a déplacés, pour les amener dans un endroit, il faut leur assurer le pain quotidien, l'eau, n'est-ce pas? Le couvert et puis la scolarité pour les enfants. Ça là, ce sont des choses primordiales. Même si les bailleurs de fonds, et je sais que les bailleurs de fonds ont fait beaucoup d'efforts par rapport à ces inondations-là, même si les bailleurs de fonds, à supposer même qu'ils n'ont rien fait, l'État doit, sur fonds propres, prendre en charge ces gens-là. Parce que c'est des gens qui sont vraiment dans le besoin total. Et vraiment, il faut les assister jusqu'au bout. D'accord. Et donc, Sidiko, pour clôturer ce sujet, selon vous, vraiment, sur quoi l'État doit s'attarder dans la prise en charge de ces sinistrés? Comme l'a dit M. Suleiman, l'identification des vraies nécessités. Parce que, à l'épreuve des faits, c'est comme s'il y a un flou artistique qui entoure cette gestion de ces inondations. Vraiment, une identification vraie de ceux des sinistrés. Maintenant, prendre toutes les dispositions, vraiment, pour qu'ils soient vraiment relogés et de l'autre côté prendre ces mêmes dispositions pour qu'ils ne reviennent pas y habiter, parce que ça ne sert à rien que l'État déploie des moyens, ça ne sert à rien qu'on identifie les vrais sinistrés sans pour autant prendre les dispositions pour décourager s'entend par créer des infrastructures vraiment pour que l'endroit pour qu'ils ne reviennent pas vivre sur leur habitation. C'est pourquoi j'ai dit les responsabilités sont à partager, mais le rôle prépondérant, l'État se doit de jouer ce rôle prépondérant pour que l'on n'assiste plus à ce genre de scénario qui vraiment est désolant, je le répète. Nous passons donc au second sujet de ce forum de la presse de la nuit du lundi 26 au mardi 27. Un Américain résidant à Masalata, département de Birninkoni de la région de Tawa, aurait été enlevé par des hommes armés. Selon le père de la victime, les ravisseurs recherchaient de l'argent dans la maison, mais pour l'heure, ces derniers n'ont contacté personne sur les modalités de la libération de l'otage. Je vous propose de suivre Bruce Welton au micro de Assoumana Moussa, notre correspondant à Koni. Je suis travailleur ici, j'ai une entreprise
pour fabriquer le fromage à Kony. Il y avait dans la nuit 6 hommes qui sont venus à pied. Ils ont enlevé mon fils Philippe Walton. Ils cherchaient de l'argent dans la maison, mais ils n'avaient pas assez de l'argent. Ils n'avaient que quelques 20 000 francs. Donc, suite à cela, ils sont partis avec lui. Ils parlaient Hausa entre eux et ils essayaient de parler Hausa avec Philippe, mais ils connaissaient quelques mots anglais comme sit down, give, bring money. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont été tous les 6 armés. Comme vous l'avez si bien entendu, c'était là Bruce Welton, le père de la victime enlevée. Donc je vous donne la parole, El Haj Suleiman, un Américain enlevé, dans le village de Massalata. Vous, de votre côté, comment expliquer cet enlèvement si on sait que les ravisseurs n'ont pas encore été identifiés? Un Américain, vous dites bien, c'est qu'on se rend compte à l'évidence que pour vraiment les terroristes, ou bien en tout cas les bandits armés, parce que reste à savoir qui ils sont, et en tout cas les populations occidentales sont en tout cas très prisées, parce qu'ils pensent qu'un Américain ou un Occidental, de façon générale, vous avez vu récemment au Mali ce qui s'est passé, même au niveau local, ils ont tendance à prendre des personnes en tout cas qui peuvent véritablement, ou ils peuvent avoir beaucoup d'argent en termes de rançon. Donc je pense que ça, le fait que ce jeune Américain soit pris de peau blanche, c'est un Américain blanc. Donc vous voyez, en réalité, je pense qu'il y a cette donnée, à savoir demander une forte rançon. On pense qu'elles sont capables de pouvoir donner une somme importante, oui. Maintenant, en tout cas jusqu'ici, ce qui est assez curieux quand même, on a dit qu'ils sont armés avec, je crois, ils étaient à bord des motos. AK-47. Donc jusqu'à présent, on a suivi peut-être que ce matin, il paraît qu'ils ont demandé une rançon. Donc ça se précise qu'effectivement c'est des bandits armés ou bien en tout cas des membres d'une colonne de terroristes qui écument donc la zone. Donc ici, franchement, vous voyez, ce qui est inquiétant, c'est que bon, on le sait, leur mode opératoire justement, c'est justement cibler les étrangers. En tout cas, les étrangers, faire une cible, comme ils ont fait récemment à Kouré. Oui. Vous voyez, ils vont prendre leur temps pour se préparer. Ça, en fait, c'est la guerre asymétrique. Ils peuvent se prendre, même à Niamey, on se souvient de l'affaire de Toulousain. Oui. Donc, ils peuvent toujours se prendre, ils vont cibler, ils vont prendre le temps pour préparer vraiment leur action. Et vous avez vu le témoignage du père de la victime, c'est clair, ce que les intéresse, c'est de l'argent. De l'argent. Donc, vous voyez, tout cela, franchement, fait que je pense que il va falloir que tout le monde de population, en tout cas, qu'on se mobilise en termes de renseignement pour prévenir. Le fait que dit que ces gens peut-être parlent anglais, et aussi on pense que la destination, on va chercher vers le côté du Nigeria. Donc ça, vraiment, on le sait très bien, c'est un peu répandu de plus en plus aujourd'hui. Il faudrait renforcer davantage. Par exemple, même à Difa, on a connu ces éléments. Ils vont toujours cibler quelqu'un, une autorité, en tout cas quelqu'un qui est bancable, ou en tout cas ils pensent pouvoir une grosse affaire. Donc je pense qu'il va falloir vraiment qu'on se mobilise. Quand on voit des personnes suspectes, en tout cas, il faut collaborer en termes de renseignement pour aider vraiment les forces de défense et de sécurité à nous sécuriser. Parce que dans ces conditions, je dis que nul n'est à l'abri. Ils ne font pas de quartier. Cela veut dire que même à Niamey, ils peuvent cibler en tout cas une autorité, le prendre et vraiment effectivement revendiquer, demander de l'argent. D'accord. Et donc à entendre le père du ravisseur et de la victime, les ravisseurs étaient venus pour chercher de l'argent garé. Est-ce que vous pensez que le chômage, la pauvreté peuvent être vraiment une raison valable pour en arriver à un enlèvement? Non, je pense que c'est pas parce qu'on chôme qu'on doit prendre une arme pour partir braquer les pauvres citoyens. Non, ce n'est pas une raison. Vous savez, ces gens-là, ils sont tous sauf des terroristes. C'est pas des terroristes. C'est vraiment des bandits. Et à l'origine, il y a cette idée-là que un blanc, ça a forcément de l'argent. Oui.
un blanc en Afrique. Mais tous les blancs en Afrique ne sont pas riches. Forcément oui, riches. Voilà, parce que ce monsieur-là, il vivait pratiquement à l'état rural dans cette zone-là. Quand ils sont venus, ils ont demandé de l'argent. Quand ils ont vu qu'il n'y a pas d'argent, maintenant, ils l'ont pris. Et comme l'a dit Suleiman, selon les dernières informations, ils ont demandé une rançon. Demandé de l'argent. Oui. N'est-ce pas? Pour pouvoir le libérer. Si on ne le libère pas, ils disent qu'ils vont le tuer. Bon. Et maintenant, ce sont des gens qui sont un peu dans la brousse là, la frontière entre le Niger et le Nigeria, qui écumaient les zones comme Madarouf et consorts là, qui étaient spécialisés dans le braquage des populations, n'est-ce pas? Ils prennent du bétail, ils prennent tout. Oui. Voilà, c'est tout sauf des terroristes. Maintenant, la situation, elle peut en tout cas se dégrader parce que les Américains, je vous dis, pour les terroristes, les Américains, c'est juste bon pour faire des vidéos, couper des têtes et puis montrer. Non, mais c'est horrible, mais c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le risque, c'est que ces bandits-là, quand ils ne vont pas avoir de l'argent, est-ce qu'ils ne vont pas chercher à monnayer ce total-là avec les gens de l'État islamique? N'est-ce pas? Les gens de l'État islamique, ils vont certainement faire une vidéo, ils vont l'exécuter pour faire un truc de un tapage. Mais ce que c'est notre problème qui va se... Voilà. Mais ce que je trouve, c'est que ceux qui montrent que ce sont des amateurs, ce sont les appels téléphoniques qu'ils font. Pour moi, ils vont être localisés. Est-ce que vous comprenez? Ils font des appels téléphoniques, n'est-ce pas? Jusqu'à l'ambassade, il paraît, pour dire qu'il faut qu'on leur donne de l'argent. Bon, c'est des amateurs. Ils ne vont pas faire long feu. Donc concrètement, oui. Mais la vie de l'otage est quand même en danger. Oui. Parce que des gens comme ça, quand ils vont comprendre que ce monsieur-là est encombrant, tant qu'ils vont ils ont deux choix. Soit ils le libèrent de la brousse et ils disparaissent, ou bien ils décident de le tuer. Mais moi, je pense que ce qui va leur permettre quand même de pouvoir s'échapper, c'est de le laisser s'enfuir et puis de disparaître de la nature. D'accord. Parce que s'ils le tuent, je vous assure que les Américains vont mettre tous les moyens qu'il faut pour pouvoir les neutraliser. On espère ne pas en arriver à ce stade. Rappelons déjà qu'en octobre 2016, un autre Américain a été enlevé par des hommes armés non identifiés dans la région et dans le centre du Niger. Mais l'enlèvement de cet Américain a été imputé au groupe terroriste opérant dans le nord. Oui, mais le groupe terroriste, il y avait aussi une affaire des relents de trafic de drogue. Il paraît qu'il y avait des groupes qui se faisaient un peu par rapport à une cargaison de drogue là, et que lui, il ne serait que la conséquence de cette querelle entre des groupuscules de trafiquants de drogue. Mais jusqu'à présent, lui aussi, il est détenu. Actuellement, donc, avec Walton et Jeffrey Wood, que ce sont deux Américains qui restent toujours détenus. Et pourquoi ils sont toujours détenus? Les terroristes ne négocient pas, parce que les Américains ne payent pas. Et donc, les Américains, ils peuvent attendre, même si c'est 100 ans, c'est pas leur problème. Maintenant, ils vont essayer de le localiser pour mener des opérations commando. Si l'otage meurt, tant pis. Mais ils ne vont jamais payer un franc. Sidi Koudoumbia, selon vous, doit-on faire le lien entre l'enlèvement de 2016 et celui-ci de 2020? Vous savez, Nafisa, sans pour avoir cette boule de cristal devant moi, ça revêt une fois de plus le caractère asymétrique de ce à quoi nous faisons face depuis quelques années. Mais l'un de l'autre, moi, je pense que c'est un problème qui se doit vraiment d'être sérieusement prise à bas le corps, et ça remet sur la table, comme qui dirait, vraiment l'impérieuse nécessité de la collaboration, aussi bien entre les populations, les FDS et les autorités. Vraiment, il faut collaborer. Voyez-vous, c'est des individus à bord de moto qui viennent vraiment dans un village pour s'en prendre à un paisible citoyen. Mais là où mal risquerait de leur en prendre, comme l'a si bien dit Garé, c'est vraiment des amateurs. C'est des amateurs. Et en attendant, prions que la vie de l'otage soit sauve, et que peut-être d'ici là, certainement que de part et d'autre, les dispositions soient en train d'être prises pour que ces ravisseurs-là puissent être localisés et être mis hors état de nuire. Et à votre avis, quelles peuvent être vraiment les conséquences d'un tel acte pour le Niger? Bon, les conséquences, vous savez, moi je pense que pour le moment, la synergie des efforts de part et d'autre est en train d'être opérée. Donc en attendant, on ne va pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Nous prions pour que d'ici là, la situation soit décantée. Mais je reste et demeure convaincu que de part et d'autre, surtout du côté des autorités, que les dispositions soient prises. C'est le deuxième américain. Donc moi je pense que ça doit interpeller de part et d'autre de la nécessité vraiment de redoubler des efforts pour que leur vie soit sauvée. Oui, Garé. Oui, je voulais dire. Mais enfin, c'est vrai, l'enlèvement de cet Américain, quand même, ça choque.
Vous comprenez? Mais le fils, enfin, mais c'est quoi cette manie qu'ont les Occidentaux à se mettre en danger? Justement, si on sait que la zone c'est une zone à risque, parce qu'il y a des zones qui sont... Moi, je ne comprends pas. Qu'on me dise qu'il y a un Américain à la frontière du Nigeria, dans une ferme, avec tout... Mais c'est de l'inconscience ou bien c'est de la provocation? Mais parce que comme je ne suis pas d'accord avec. Mais cette affaire-là a des conséquences sur la crédibilité du pays, sur la sécurité. La France a déjà mis le Niger sur la zone rouge. Et je suis étonné de savoir qu'il y a des Occidentaux qui sont dans des zones frontalières extrêmement sensibles et extrêmement dangereuses et qui sont en train de vaquer à leurs occupations. Surtout qu'il y a des localités qui sont sous état d'urgence à la date d'aujourd'hui. J'ai dit, ce que l'État doit faire, il faudrait qu'on puisse, dès maintenant, recenser tous les Occidentaux imprudents ou téméraires qui sont au niveau... Non, mais qui sont dans des zones frontalières, là, les rapatrier à Niamey. Parce que leur enlèvement porte un coup sur l'image de notre pays. Sur l'image du Niger, effectivement. Mais à part cet Américain, combien de Français sont dans des trucs, dans des zones là où ils jouent au Riro, là, ils sont en train de vivre et qui sont suscités d'être enlevés? Il faut les recenser dès maintenant. Oui, Elhaj Suleiman, selon vous que doit... Je pense que je vois l'inquiétude de Gary, mais aussi souvent, ces jeunes n'oubliez pas que, par exemple, pour le cas de Walton, son père, il est là, il mène une vie donc vraiment intégrée. Et donc ici, c'est un problème général de sécurité qui se pose. Oui, mais c'est comme ces populations à peau blanche, comme Sophie Petroni, qui sont des humanitaires, qui sont là, en fait, la panique générale, c'est-à-dire que le sentiment d'insécurité ne les décourage par rapport à leur volonté d'assister les populations. Donc je pense qu'il faut mettre cela dans le cadre donc, de la sécurité générale. Il va falloir tout simplement créer les conditions justement d'une sécurité pour tout le monde. Vous l'avez dit, effectivement, ceux qui ont classé notre pays dans la zone rouge, effectivement, vont dire que voilà, les faits nous donnent raison. Mais en vérité, ce n'est que des épiphénomènes. En tout cas, ce n'est un épiphénomène. La preuve, c'est que depuis l'affaire des humanitaires français, on est là. Mais je pense que quelque part, les gens ont intérêt vraiment à ce que cette situation, parce que quand même, c'est assez dur. Quand vous dites qu'un pays, vous le classez dans une zone rouge, pendant que vous êtes là sur le terrain en train d'opérer, vous voyez ce que ça fait, ça vraiment les conséquences les plus graves. C'est-à-dire que vous demandez au monde entier de ne pas fréquenter ce pays. Donc moi je pense que ce n'est pas la chasse donc, aux populations blanches en tout cas pour de revenir, mais plutôt que nos partenaires en tout cas qui soient là avec nous, que ce soit sincère, vraiment une collaboration sincère, pour qu'on puisse véritablement mettre à bout vraiment tous ces... En tout cas, je veux dire, en tout cas mettre hors de danger, en tout cas, ces touristes. Parce que c'est la vérité. Je l'ai dit en tout cas que la façon, le mode opérateur de touristes, en tout cas ces gens, la preuve, ils sont venus, ils ont en fait ciblé ces gens, ils sont venus faire ce que nous vraiment incognito, ils sont partis. C'est après maintenant, après coup, le monde entier, quand vous allez suivre cette actualité, vous allez, les médias de tout le monde en tout cas en parlent. Parce que tout simplement aujourd'hui, c'est ça malheureusement l'acte de terroriste, la communication, ils font un acte, mais le monde entier est informé en temps réel et ça scandalise. Ils ont demandé, les ravisseurs ont demandé une rançon et on sait que Birnin Koni est situé dans le département de Koni, près de la frontière nigérienne où sévissent, comme l'a dit Garé, depuis des années des groupes armés qui procèdent à des enlèvements et demandent des rançons. Selon vous, Sidikou, comment l'État doit renforcer la sécurité pour vraiment faire face à ce genre d'actes qui nuisent à l'image du pays? Vous savez, c'est de renforcer la sécurité, on l'a tout le temps dit, la porosité de nos frontières, c'est un fait. Maintenant, c'est vraiment, je crois que les dispositions doivent être prises pour sécuriser d'abord, vraiment renforcer la sécurité au niveau des frontières. Et je reviens là-dessus et j'insiste, c'est là où je dis il faut vraiment mettre l'accent sur vraiment cette impérieuse collaboration entre les populations, les FDS et les autorités. Vraiment, il faut communiquer. Les gens, s'ils sont venus, c'est après coup que l'information comme une traînée de poudre s'est répandue. Donc, qu'on
même s'ils étaient venus notamment et que ce soit volatilisé comme ça. Donc, moi, je pense à pied. Donc, vraiment, il faut insister, il faut revoir, il faut vraiment en faire une priorité, la priorité des priorités, cette collaboration-là. Vraiment, j'insiste là-dessus, entre ces populations, les FDS et les autorités. D'accord. Oui, rapidement, pour clôturer ce sujet. Franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec Suleiman, et qui consiste dans son nature, consiste à dire que non, on peut les... Non. C'est seulement à Kony qu'on peut faire du jardinage. Non. C'est seulement à Kony, parce qu'il fait du jardinage en fait. C'est seulement cet endroit où on peut faire du jardinage. À la frontière avec le Nigeria. Non, mais arrêtez, s'il vous plaît. Comment les gens peuvent se mettre en danger comme ça, de façon innocente, et puis on va... Non, j'ai dit, il y a des Occidentaux qui sont dans les zones frontalières là, qui sont supposés intégrer au sein de la population. Parce que Jeffrey Woodke, il parle Touareg, n'est-ce pas? Il était au sein de la communauté de Dabala. Il était intégré, oui. Non, il faut faire attention. L'enlèvement d'un Nigérien et l'enlèvement d'un Occidental, c'est différent. Oui. Un Occidental enlevé, l'image, les conséquences pour le pays sont tellement graves qu'on ne peut pas laisser cette situation-là perdurer. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Troisième et dernier sujet de ce forum, depuis plusieurs jours, de violents affrontements secouent la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Nigeria voisin. Ces manifestations ont déjà causé la mort de plusieurs dizaines de personnes dans ces pays. En Côte d'Ivoire et en Guinée, les tensions sont liées aux élections pour un troisième mandat respectivement pour Alassane Ouattara et Alpha Condé. Au Nigeria, les violentes manifestations qui s'y déroulent sont surtout focalisées sur les brutalités policières. À propos de ces tensions, Amnesty International a réagi à travers sa directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui appelle les forces de sécurité à la retenue et à cesser d'utiliser la force brutale et meurtrière contre les manifestants. Garé Amadou, comment vous interprétez ces tensions et leurs conséquences dans ces pays ces derniers jours? Mais ces tensions sont tout à fait normales quand vous avez des chefs d'État qui refusent, en tout cas, de respecter les règles du jeu, qui donnent leur parole et qui reviennent sur leur parole. Ça, les conséquences sont extrêmement graves. C'est vrai que les situations sont différentes, mais ce qui se passe en Guinée et ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, les élections sont prévues pour le... ça risque d'être explosif. Parce qu'hier, j'ai écouté un des leaders de l'opposition ivoirienne sur une télévision internationale qui disait, chose aberrante, ils sont candidats, mais ils vont empêcher les élections. Et le journaliste lui a posé bien la question. Mais si vous ne voulez pas les élections, pourquoi vous êtes candidat? Mais il a essayé de faire une gymnastique intellectuelle, des explications tirées par les cheveux, mais qui n'ont convaincu personne. Si vous n'êtes pas pour les élections, pourquoi se présenter? Ne vous présentez même pas. Maintenant, apparemment, ils veulent apporter, ils disent qu'ils vont empêcher les élections de se dérouler. Et donc, il y aura une confrontation entre les forces de l'ordre et les militants de l'opposition. Il y aura certainement des morts. En Guinée, la situation, celui d'Alain Diallo dit qu'il ne va pas accepter ces résultats-là. Il conteste. Donc, il conteste. Donc, déjà, c'est un pays qui a fait face à des violences lors des précédentes élections. On va assister aux mêmes situations. Tant qu'on aura des chefs d'État qui, dans les règles actuelles de la démocratie, où les mandats en Afrique, presque partout, sont de un mandat renouvelable une fois, tant qu'on ne respectera pas ces règles de jeu, tant qu'il n'y a pas de modification pour que, par exemple, des mandats dépassent 2 mandats ou 3 mandats, on va assister à ce genre de situation. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose. Moi, j'aurais préféré qu'on puisse avoir des régimes stables pendant longtemps, plutôt que chaque 4 ans, on renouvelle. Mais les gens ne font que se manger. Dès que tu es installé là, personne ne veut. C'est-à-dire que dès que tu es installé, ça commence à se manger. L'opposition, partout, c'est du bruit partout. Et tu n'arrives pas à travailler. Mais quand on a des régimes stables pendant longtemps, effectivement, ça permet au pays de se développer. C'est pas pour rien que les Occidentaux nous ont dit... Stable, qu'est-ce que vous entendez par Qu'est-ce que je veux dire par stable? C'est-à-dire, quand les gens sont tournés vers la même direction, quand vous savez que, par exemple, d'abord les mandats de 4 ans, 5 ans, je trouve que c'est court pour un président. Surtout dans des pays où les gens, je vous dis, dès que vous êtes installé au pouvoir, les gens commencent à se manger. Pour moi, il faut étaler les mandats sur 7 ans. 7 ans. Ça permet de travailler. Mais si on fait des mandats courts, tu n'as même pas le temps de souffler que le mandat est fini. Oui. Et tu as passé tout ton temps, toi et tes opposants, en train de vous manger. Donc, ça ne permet pas de travailler. Et maintenant, on a des situations où des chefs d'État, le pouvoir, c'est tellement bon qu'il y en a
qui ne parviennent pas à s'accoutumer de quitter ces véhicules noirs, la garde rapprochée et tout, les sirènes, et de revenir à une vie normale. Vous comprenez? Personne ne veut quitter le pouvoir. Mais c'est pourquoi notre président est célébré sur le plan international. C'est pourquoi il est salué, il est respecté partout. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, j'ai fait un mandat, j'ai eu la chance d'avoir un second mandat, j'arrête. Il veut donner l'exemple à la prochaine génération. Oui. Ce qui n'est pas le cas de Alpha Condé et de Alassane Ouattara, apparemment. Moi, je suis déçu, parce que pour Alassane Ouattara, qui était dans des institutions internationales, qui a côtoyé les pays occidentaux, professeur Alpha Condé, un enseignant d'université, qui se comporte de cette manière-là, j'ai dit, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Donc vraiment, il y a des dangers dans ces pays-là. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Seul Dieu le sait, mais moi, je crains le pire pour ces pays-là. Si du coup, que pensez-vous vraiment de ces violentes manifestations? Est-ce qu'il n'existe pas d'autres alternatives aux violentes manifestations et leur répression dans ces pays? Nafissa, la seule alternative, c'est le respect des délais constitutionnels. C'est là où je ne serais pas d'accord avec Garé. Le pouvoir est doux, Garé. Donc, que le mandat soit de 5 ans, 7 ans, c'est le respect vraiment des délais constitutionnels. Donc moi je dis que le mandat soit fixé à 2 ans, 4 ans, 7 ans, il faut respecter les délais constitutionnels qui vous sont impartis. L'État, c'est une continuité. Et ce qui est choquant, pour le cas de la Côte d'Ivoire, aussi bien de la Guinée, même si comparaison n'est pas raison, c'est des gens qui, quand ils étaient de l'autre côté, ont eu à bourlinguer, ont eu à subir, tellement que vraiment ça devrait leur servir de leçon. Surtout quand on dit l'expérience c'est la somme de nos erreurs. Mais que ces mêmes gars-là viennent arguer d'autres considérations qui laissent à désirer. Pour le cas de Ouattara, c'est un devoir citoyen. Le devoir citoyen d'où, hein? Imaginez si son défunt, le défunt Premier ministre là, ce qui veut dire que pour beaucoup, même s'il était vivant, il n'allait être là comme une marionnette. Mais l'un de l'autre, ça n'excuse pas vraiment de se rétracter et revenir sur sa parole donnée. Pareil pour Alpha Condé. Hein? Et la preuve, vous avez vu les différentes missions dépêchées. Donc apparemment, c'est lui... Selon il dit qu'il n'en a que lui, il dit avoir en possession des résultats. Donc, on ne va pas s'en sortir vraiment à cette allure-là si chacun dit avoir ses résultats et entre-temps, le pays ne ferait que s'enliser dans des violences dont vraiment ces deux pays n'ont nullement pas besoin. Ils ont d'autres chats à fouetter. Moi, je pense qu'ils doivent vraiment revenir à des meilleurs sentiments parce que ces deux pays leur ont tout donné. Ils devraient quitter vraiment par la grande porte. Et sinon, ils risqueraient vraiment de la prendre à leur dépens. Et là, Suleiman, êtes-vous pour vraiment le respect de ces délais constitutionnels ou bien les mandats doivent être prolongés comme l'a proposé Gary Amadou? Absolument. En réalité, ce n'est pas une opinion. C'est tous ces pays-là, c'est la loi fondamentale qui l'impose. La preuve, c'est que Ouattara a modifié la Constitution. Alpha Condé a obtenu un référendum en marchant sur les cadavres des Guinéens. Vraiment, le Nigeria, ce n'est pas la même chose parce que Buhari, vous vous souvenez, à la dernière réunion de la CEDEAO, il a même dénoncé justement ce chef d'État. Et ce qui me fait dire aussi, la CEDEAO en tant qu'institution communautaire a failli parce que quelque part, il faut quelqu'un qui puisse freiner les indélicats. Effectivement. C'est-à-dire que la CEDEAO en tant qu'institution doit dire que personne ne doit violer les principes. On a décidé que ces 2 mandats, tu finis tes 2 mandats, il faut vraiment les laisser. C'est-à-dire que les hommes provinciaux, comme dirait l'autre, en tout cas, il faut qu'on se dise que, imaginez aujourd'hui, Alpha Condé a 87 ans, Ouattara a 84 ans. Oui. Donc, vous voyez, ces personnes, quand Ouattara parle de son bilan côté vraiment infrastructure, côté économique, mais c'est très beau. Mais il doit se dire qu'il ne peut pas parachever tout ce qu'il a envie de faire pour la Côte d'Ivoire. Il faut laisser la place à d'autres. Absolument. C'est-à-dire que maintenant, il veut dire que non, maintenant en 2025, il ne pas se... Vous voyez, en fait, hier, on l'a suivi sur France 24, il n'est pas du tout convaincant. Alpha Condé, moi je pense que l'erreur que l'opposant, celui d'Alain Diallo, en tout cas, à commettre, c'est que il aurait pu, avec ses autres camarades de l'opposition, boycotter cette... Parce qu'en réalité, il ne sert à rien. Il est comme venu cautionner. Si Alpha Condé a décidé d'obtenir ce référendum en tuant des Guinéens,
ce n'est pas pour lui offrir le pouvoir de un porteur d'argent. Donc je pense qu'il avait quitté l'opposition guinéenne, ensemble avait décidé en tout cas de ne pas participer. Mais à la dernière minute, celui d'Alain a quitté et dit qu'il va participer aux élections. Oui. Aujourd'hui, devant la situation créée, c'est comme s'il a cautionné. Apparemment, on est devant les faits accomplis. Oui. Aujourd'hui, à la fois qu'on est sorti, montrer vraiment, contrairement à ce qu'on raconte, il n'est pas dans le coma. Il est allé visiter donc les policiers et gendarmes blessés. Donc, en ce qui concerne le Nigeria, il faut faire la part des choses. Il faut comparer ce qui est comparable, ce qui se passe au Nigeria. Certes, on parle vraiment en amont une situation donc aussi électorale, mais la violence, particulièrement à Lagos, parce que quelque part aussi, il faut dénoncer, souvent les ONG sont dans leur rôle de dénoncer certaines situations, mais c'est pourquoi Buhari, quand il avait intervenu, il a demandé aux gens vraiment de bien s'imprégner de ce qui se passe avant de prendre position. Oui. La violence à Lagos, moi je dis que le Nigeria, pour nous, en tout cas dans l'espace CEDEAO, c'est une puissance économique, quel que soit notre... On a beaucoup... Par exemple, le fait que Buhari ait fermé les frontières, ça ne nous plaît pas. Mais cette puissance économique, si on vient en tout cas à être complice à ce qu'elle soit vraiment, je veux dire, qu'elle connaisse un déclin, c'est très très dangereux pour nous. Donc faisons attention, quelque part aussi, il faut creuser au fond pour savoir pourquoi effectivement les Occidentaux se sont comportés autrement dans la crise. Donc de mon point de vue, ce qui se passe au Nigeria, parce que aussi le Nigeria, en termes de violence, ceux qui connaissent les gosses, même en temps normal, ne faut pas jouer le jeu de laisser, en fait, parce que simplement, il y a déjà là-bas, en fait, pas comme ici chez nous, des gens qui ont une culture de violence, qui ne profitent que de l'occasion justement pour chercher à tout remettre en cause. Voilà. Et l'État au Nigeria, c'est vrai aussi, il faut le reconnaître, il y a une police là-bas, donc il y a de mauvaises pratiques. Là aussi, je pense que le président a promis de réformer, donc de faire des réformes. Mais quand on doit parler du cas de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, il faut faire la part des choses. En Guinée, en Côte d'Ivoire, c'est deux vieillards, excusez-moi l'expression, qui n'ont pas le sens de l'histoire. D'accord. Qui n'ont pas compris qu'en réalité, à un certain moment, il faut savoir s'arrêter. Il faut chercher à sortir par la grande porte. Voilà. Et justement, notre pays s'apprête aussi à organiser des élections. Je reviens vers vous, Sidikou. Comment vraiment prévenir ce genre de situation et vraiment parvenir à des élections apaisées, si on sait qu'on va bientôt organiser des élections ici au Niger? Ces élections apaisées, moi je pense que dans un premier temps, il revient aux responsables et aux leaders politiques vraiment je ne dirais pas de sensibiliser, mais vraiment de prôner vraiment cette culture démocratique-là à leurs militants d'abord et à l'État ensuite de prendre vraiment toutes les dispositions pour que ces élections-là, que tout le monde veut apaiser, se déroulent et que vraiment cela puisse consacrer vraiment, comme beaucoup le souhaitent, une certaine alternance démocratique pour le bonheur de tout le peuple nigérien. D'accord. Et de votre côté, Garé? Oui, je suis aussi d'avis qu'il faut que la culture démocratique soit inculquée aux citoyens. Mais vous savez, moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui se préparent en Guinée, là, parce qu'en Guinée, en Côte d'Ivoire, parce que tout simplement les élections, il y a considéré que non, on va commettre des actes de violence, n'est-ce pas, pour essayer de perturber tout le processus. Attention, ton droit s'arrête là où commence celui des autres. Si toi, tu ne veux pas partir voter, il y a des gens qui peuvent partir voter, tu n'as pas le droit de vouloir les empêcher de partir voter. Non. Donc, ces manifestations n'ont nullement pas leur raison. Des actes de violence pour contester des élections, pour contester des droits que certains sont partis, absents partis. Si toi, tu ne veux pas voter, ne vote pas. Maintenant, il y a des moyens de recours pour partir contester. J'ai dit, c'est pas parce que toi tu veux pas partir aux élections que tu vas empêcher quelqu'un de partir. Et là, Suleiman, donc pour finir, oui. Donc, en tout cas, de mon point de vue, je vois cela, le processus électoral, c'est aussi des acteurs. Il y a l'autorité, il y a l'opposition, il y a la société civile, il y a nous les médias. Donc, tous ces acteurs, chacun doit jouer son rôle. Mais en amont aussi, il faut prévenir les conflits. Oui. Prévenir les conflits, c'est créer les conditions véritablement d'une élection libre, transparente, où tout le monde est d'accord avec les règles du jeu.
Donc, vous voyez, en Afrique, très malheureusement, on continue toujours d'organiser des élections où il y a toujours une crise pré- ou post-électorale. Parce que tout simplement, il manque de sincérité au niveau des acteurs. Les acteurs, c'est-à-dire tout le monde, voilà. Au niveau des acteurs, il manque de sincérité. Chacun voudrait tricher, chacun voudrait tirer la couverture de sur lui. Donc, vous voyez, je pense que on ne peut pas améliorer la qualité de notre démocratie lorsqu'on n'est pas sincère, lorsqu'on n'a pas un comportement républicain. Donc, il va falloir qu'on se le dise. Tout simplement, il faut qu'on travaille chaque fois pour s'entendre sur l'essentiel, créer donc les conditions vraiment d'un processus électoral, en tout cas, donc, où tout le monde est d'accord. C'est en tout cas des premières règles. Une fois que cela est entendu, il faudrait maintenant que chacun puisse vraiment faire son jeu, vraiment s'assumer sincèrement. Mais sinon, vous voyez, en réalité, si une élection doit coûter la vie à des citoyens, je pense que franchement, c'est pas la peine, c'est vraiment pas nécessaire. Et la démocratie, je pense que tout simplement, il n'y a pas une autre manière, donc pour conclure, pour avoir le pouvoir que justement par le suffrage universel. Merci Elhaj Suleiman. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce vendredi 30 octobre. Merci à nos confrères. À la réalisation vidéo, c'était Adam Adawaki et Mustafa Ayouba. À la régie audio, c'était Madame Aminatou Hassan. À la modération, Nafisa Adam Sirfo. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur la gestion de la réserve de termites de Tentouma et dimanche le forum en Zarma sur la transhumance transfrontalière via le département de Gaïa. Merci donc chers confrères, à très bientôt sur le studio Kalangu.